l'as-tu parti? Et Excellent. je viens de démarrer l'enregistrement. Merci. Alors, c'est la présentation GitOps en action, Git et Kubernetes de Mathieu Benoît, Developer Relations chez Google, expert en JKE et NTOS qu'on va voir aujourd'hui. Tout simplement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, mais aussi c'est ouvert à tout le monde pour poser les questions live. Juste soyez respectueux par rapport à la présentation de Mathieu, s'il vous plaît. Vous pouvez allumer vos caméras, microphones, etc. Il n'y aura pas de prix de présence cette fois-ci, désolé. Et la session est enregistrée, va être loadée sur YouTube et disponible dès la semaine prochaine. Nos organisateurs, on a Baudor qui est ici présent, Frédéric, Renato et moi-même. Et nos amis de chez Google, Mathieu qui fait la présentation aujourd'hui, Nadine et Xavier. Quelques petits renseignements, fait que par rapport au YouTube channel, le site du GDG, si jamais vous êtes intéressé à présenter, on fait des présentations en français, juste nous soumettre essentiellement le Google Form qui est linké ici, nous expliquer c'est quoi que vous seriez intéressé à présenter. Toujours ouvert à des présentations. On essaye d'en faire le plus souvent possible pour la communauté. Puis, on va pouvoir procéder avec Mathieu. Voilà. Monsieur, je te laisse partager ton écran. Parfait, merci. Le temps que je partage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter ou à dire sur la partie de l'EL dans l'audience? N'hésitez pas à parler, à enlever votre micro, caméra, si vous le souhaitez ou pas. Tout va bien, parfait. Je vais pouvoir commencer. N'hésitez pas à interrompre à n'importe quel moment qu'il y a un problème de lecture de mon écran, une question, une objection sur ce que je vais dire. Le but, c'est vraiment d'avoir une session, on essaie d'avoir interactive. On voit qu'il n'y a pas grand monde sur l'appel, donc ça permet aussi ce genre de discussion peut-être plus intimiste, avec plus d'échanges avec vous autres. C'est le but de ce genre de meet-up. Donc, merci d'être là. Je vous envoie un lien pendant que je parle. C'est anonyme. Je ne prends pas les noms. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre nom ou votre email. Mais j'aime commencer mes présentations par sonder l'audience. Donc, avant que je me présente, je passe vite fait à travers le formulaire que j'ai envoyé. Encore une fois, anonyme. Le but, c'est d'avoir les réponses avant que je commence ma présentation. D'ici quelques minutes, je vais afficher les réponses. Le but est de savoir, est-ce que vous avez déjà de l'expérience avec Kubernetes en production, avec GitOps en production, comment vous déployez vos infrastructures, si vous utilisez par exemple des cloud providers, comment vous déployez vos applications et vos expériences, par exemple avec OPA Gatekeeper, avec Kubernetes. Donc, merci de prendre le temps pendant que je me présente, prendre le temps de répondre. Ça me permet de sonder l'audience, puis d'adapter peut-être mon discours, la cadence, la vitesse à laquelle je vais le présenter. Si je vois que tout le monde est expert, il se peut que j'aille plus vite. Si je vois qu'il y a différents niveaux, je vais adapter, j'essaye de faire ça. Merci de prendre le temps pour ça. J'ai envoyé le lien dans le chat du formulaire. Merci à vous. Je m'appelle Mathieu Benoît, je suis basé à Québec, puis je travaille à Google et j'ai une passion et une concentration dans mon travail sur un domaine que j'adore et que je suis passionné, comme je viens de le dire. C'est autour de Kubernetes. Il y a beaucoup de choses autour de Kubernetes. Aujourd'hui, l'un des sujets que je vais évoquer avec vous autres, puis encore une fois, je vais aller chercher vos expériences. Je veux que vous challengez ce que je vais dire et que vous partagiez vos belles choses
autour de ça, vos propres expériences. Donc, je suis basé à Québec, puis c'est ça, j'aime partager ce que j'apprends et j'aime apprendre des autres. Donc, encore une fois, ce genre de meet-up permet ce genre d'échange. Je vois que j'ai 2 réponses pour le moment, c'est super. Merci aux 2 personnes qui ont répondu. Je vais rafraîchir un peu, peut-être laisser quelques minutes. On voit que 3 personnes, merci pour ça. Utilisez-vous Kubernetes? Une personne sur 3, non. Pour le moment, c'est super. Utilisez-vous une approche GitOps? On voit qu'il y a non. Et on voit qu'il y a aussi du Cloud Run et avec AutoBuild. OK, parfait ça. Déployer du Cloud Run. On voit qu'il y a du Cloud Build aussi. Super. Puis si vous êtes multi-cloud, n'hésitez pas à partager aussi avec AWS ou Azure ou on-prem si vous avez une approche hybride aussi. Salut Olivier, tu viens de joindre. On n'a pas encore vraiment commencé la présentation. Bienvenue. On voit aussi que 4 personnes. Merci beaucoup. Je vais reposter le lien pour la personne qui vient de rentrer. Olivier, un petit sondage anonyme où tu peux partager ton expérience afin que j'oriente la présentation aussi. On voit aussi du Git push. Super, merci pour la réponse. Et 75% du Terraform pour le déploiement d'infrastructures en production. Super. On a aussi du GitHub Action pour déployer des applications. On a aussi du Cloud Deploy. Et on a du Cloud Build. Super. Assez répandu avec GCP. Super. Et 50-50, est-ce que les développeurs font du Kubernetes, du YAML et du kubectl? 50-50, super. J'aime ça. Et est-ce que vous utilisez OPI Gatekeeper? Parfait. On va en parler aujourd'hui. Super. J'espère que ça vous intéresse. Si j'en parle trop, n'hésitez pas à me dire que vous ne voulez pas en entendre parler, mais je pense que c'est très, très intéressant. Super. Mais écoutez, je vais commencer. Je vois qu'il y a 4 réponses depuis tantôt. Pas de GitOps en prod, pas d'OPI Gatekeeper, du Terraform. Super. Hey, génial. Merci aux 4 personnes qui ont répondu. N'hésitez pas encore à répondre. Mais en gros, aujourd'hui, on va parler de GitOps. Okay, ça va parler de Kubernetes, de GitOps. Et GitOps, là, j'ai pris un schéma de Wavework qui font Flux CD. J'aime beaucoup leur schéma, leur description, leur définition de GitOps. Je vais peut-être me tromper là en disant ça, donc n'hésitez pas à me corriger. Mais ça fait partie des premières compagnies, des premières communautés, des premières personnes à essayer de vraiment définir GitOps. Encore une fois, dans un contexte avec Kubernetes. Donc, pas mal de références. Moi, j'ai appris en lisant leur site, leur blog et en utilisant leur outil Flux. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui déploient leur infrastructure par Terraform. C'est super, continuez, c'est très, très bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Terraform, on va parler de KRM, Kubernetes Resource Manager. Donc, en gros, comment on peut déployer de l'infrastructure avec des Kubernetes manifestes, parce qu'on aime ça, le YAML. Donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je voyais que les gens n'ont pas d'expérience avec OPI Gatekeeper en production. Peut-être qu'ils en ont non production, ou au moins connaissent les concepts. On va passer à travers OPI Gatekeeper qui va permettre d'avoir des règles, des guardrails qu'on appelle. Donc, avoir de la sécurité, décaler la sécurité en amont, avant le déploiement dans Kubernetes, mais aussi dans Kubernetes, permettre d'avoir des règles de gouvernance et de sécurité. Donc, on va voir qu'on va pouvoir, avec GitOps, l'approche GitOps, avoir des repositories Git qui vont avoir l'infrastructure, les configs, les policies et les applications. Donc, ça, c'est 4 grandes familles de sortes de manifestes que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, on va passer à travers ça. Je vais juste faire un petit checkpoint. Leël, Boudour, en tant qu'organisateur et organisatrice, l'écran est bien, tout le monde voit, vous m'entendez bien, tout fonctionne? Oui, c'est vrai. Super. Parfait. Encore une fois, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est normal? N'hésitez pas. Donc, on voyait très bien. Salut. Salut Olivier. Merci pour le retour. Puis je vois qu'il y a une 5e réponse, c'est sûrement toi qui est arrivé juste après. C'est super, oui, non.
Donc, majoritairement, les développeurs font du Kubernetes, c'est intéressant. Parfait. Donc, merci à tout le monde. Encore une fois, s'il vous plaît, essayez de partager vos propres expériences. Interrompez-moi, si c'est pas clair, interrompez-moi. Vous voulez corriger, apporter autre chose, n'hésitez pas. Je veux que cette session soit interactive au mieux et au plus possible. GitOps, là, on voit que c'est un déploiement, un workflow de déploiement qui, là, c'est très orienté développeur. Parce qu'on voit sur la gauche que les développeurs, eux, leur but, c'est de shipper du code en production, comme on dit, ajouter de la valeur ajoutée le plus rapidement aux utilisateurs finaux. Donc, déployer et développer des applications, des API, pourquoi pas des machine learning models. Un développeur, c'est ce persona-là. C'est lui qui crée la valeur ajoutée qui doit être déployée un jour en production. Et ce jour, il doit être le plus rapide possible, si possible, tant qu'il y a de la qualité et des règles de sécurité, etc., etc. Donc, beaucoup d'automatisation. GitOps permet ça parce que si on voit, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Si on voit, le développeur, lui, va committer du code dans un Git repository. Et ici, on a ce concept de CI, Continuous Integration, qui, lui, dans un monde Kubernetes, son but, c'est quoi? C'est de construire une image container, un Docker image ou une image de container, et de stocker ça dans un artifact registry, un container registry. Et à partir de là, normalement, le développeur n'a plus rien fait que juste son commit, parce que tout ça, c'est automatisé. À partir de là, avec une certaine version, il y a des règles qui viennent en place et qui permettent de déployer en continu ou manuellement ou par différentes façons, de déployer ce container. Et là, on voit qu'en bas, on a un config repository. C'est là où, par exemple, si vous connaissez Kubernetes, on va avoir le déploiement manifeste qui va référencer cette image qui vient d'être publiée. Donc, ça peut être automatisé pour le déploiement, ça peut être manuel, quelqu'un qui vient modifier le fichier ici en bas et faire un commit par eux-mêmes. Ça pourrait être la même personne, mais ça pourrait être une autre personne, souvent qu'on appelle la plateforme admin ou aussi l'opérateur des applications. Encore une fois, normalement, le dev n'aurait pas à se soucier de tout ça. Ça, c'est dans un monde idéal. C'est pour ça qu'il y a l'une de mes questions où je vois que 60% des développeurs font du Kubernetes. Dans un monde idéal, ils ne devraient pas faire de Kubernetes. Ça dépend de la maturité des équipes, la grandeur des équipes. Mais par principe, cette personne-là devrait se concentrer juste sur son code, ses tests unitaires, la qualité et la valeur ajoutée pour les clients. Donc ça, c'est pas mal. L'une des définitions, plus quelques saveurs en plus que j'ai rajoutées. Est-ce que là-dessus, il y a déjà quelqu'un qui voudrait commenter, partager son expérience là-dessus? Tout va bien jusque-là. OK, n'hésitez pas à interrompre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais faire deux démonstrations. Et cette démonstration est basée sur une application que peut-être vous êtes familier ou pas, vous êtes familier avec ou pas. C'est une solution prête à être déployée sur Kubernetes. D'ailleurs, ça peut être sur AWS et Azure, sur n'importe quel Kubernetes cluster, en fait. Là, j'ai déployé dans un GKE. C'est Online Boutique. C'est la microservice démo qu'on a à GCP, avec GCP. C'est des microservices, différentes technologies, Node.js, .NET, Python, yada. Et je vais illustrer un petit scénario ici où, en fait, j'ai le cart service donc, qui permet d'enregistrer ici ce que je suis en train d'acheter ici. C'est un service en .NET, peu importe la technologie, c'est un container, c'est ce qui importe. Et ici, ce container parle normalement à une base de données Redis. D'accord ? Je l'ai déployé dans un mode où c'est in memory. C'est-à-dire que le .NET Application, il parle à lui-même en mémoire et il incrémente le nombre d'items que j'ai ajoutés dans mon panier. Mais comme on le sait, un container, c'est éphémère. Donc, si je recharge mon container, qu'est-ce qui se passe? Je vide mon panier. Donc, ça, c'est un problème.
qu'on vient de déceler dans notre application, en live, en production. Et il va falloir qu'on le corrige. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est faire une première approche, en gros, où on va avoir un persona, d'accord, qui s'appelle le platform admin. Le platform admin, son but à lui, ça va être de déployer de l'infrastructure. Et cette infrastructure, ça va être un memory store Redis instance. Donc, une base de données Redis dans GCP qui s'appelle memory store. Si vous faites du Azure, ça s'appelle du Azure Redis. Si vous faites du AWS, je ne sais pas le nom, mais un service d'un cloud provider dont j'ai besoin et qui fait du Redis chez GCP, c'est encore du memory store. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour gagner du temps, j'ai déjà dans un repository où j'ai toute l'infrastructure des services que je déploie dans un projet dans lequel mon cluster GKE est, j'ai déjà créé une pull request. J'espère que c'est assez gros pour voir le détail de cette pull request ou de ce que je montre. En tout temps, n'hésitez pas à mettre un message, je monitor le message, ou vous pouvez parler et me dire si c'est assez gros ou pas. Mais en gros, ici, mon platform admin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement défini l'infrastructure qu'il a besoin pour essayer de corriger ça vite en production ou en staging dans un environnement. Vous le voyez ici, c'est tout simplement un YAML, un manifest file, parce qu'ici, on utilise KCC, donc Kubernetes Config Connector. Ça permet de définir les ressources GCP par du YAML. Et c'est un moteur, un composant qui est déployé dans un cluster Kubernetes. Donc, dès que je vais pouvoir déployer ce YAML file, il va interpréter ça et il va provisionner pour moi un memory store. D'accord. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous connaissez du Kubernetes, j'ai mon kind, j'ai ma version, et derrière, je lui donne un nom. Et j'ai des spécifications dépendamment du service que je veux provisionner. Ça sera dans telle région, c'est tel tier, le nombre de gigabytes que je veux en mémoire, la version de Redis et dans quel VPC je veux, et quel networking je veux le mettre. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, j'ai fait une pull request, mais j'aimerais savoir si j'ai respecté les règles de gouvernance et de sécurité et des policies de mon organisation. Et là, en fait, si je vois, vous voyez, mon build, il a failé. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant ici. C'est-à-dire que juste avec un commit dans une branche d'une ressource YAML, ici, je suis capable de rouler des policies gatekeeper, OPA gatekeeper, statiquement au cours de mon continuous integration. Donc là, je suis non pas en train de faire du continuous integration du développeur là, qui est en train de builder son image, mais là, je suis en train de faire du continuous integration sur du YAML file. Pourquoi? Parce que je ne veux pas attendre de déployer ce YAML file en production ou sur un cluster, en tout cas. Je veux le voir le plus tôt possible. C'est ce fameux concept de shift et left. C'est guardrail, c'est checkpoint de gouvernance, de sécurité, de syntaxe, erreur, etc., etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que j'utilise un composant qui me permet d'aller vérifier dans le namespace est-ce que c'est valable? Est-ce que les manifestes Kubernetes sont bien définis? Et par exemple, on peut voir que j'ai déjà une erreur. Ici, on me dit que j'ai la duplication du nom du Redis. Donc déjà, j'ai une issue. Au lieu de le voir quand je vais le déployer dans Kubernetes, ben, je le vois directement ici dans un GitHub Action sur une PR, sur une pull request. Que vous utilisez GitHub Action, que vous utilisez Cloud Build, Jenkins, Azure DevOps, whatever. C'est des bash scripts. Je vais partager tout ça. Vous avez accès. C'est des bash scripts que vous pouvez utiliser si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Mais en gros, ici, on me dit déjà, hey, anyway, tu dupliques le nom, ça ne marchera pas. Ça doit être unique. Ensuite, si on regarde, j'ai utilisé KubeVal, pas de problème sur l'évaluation des manifestes, et Gatekeeper. Donc, de façon statique et locale, non, je ne le roule pas dans le cluster. Donc, j'ai aucune interaction avec le cluster ici. Je suis capable de voir que la Redis instance ne répond pas aux policies de mon entreprise. Je vais vous faire voir où elles sont stockées. Mais en gros, ici, on voit que la règle de mon entreprise dit pour un memory store, tu dois utiliser la version 6. Si vous vous rappelez, j'utilise la version 5 dans mon YAML. Donc là, je suis bloqué. Ensuite, on me dit que je dois l'utiliser dans une location en particulier.
Là, j'ai mis US East 1, mais en fait, ça devrait être dans la liste qui est proposée ici, soit au Canada, soit en US East 4 ou global pour certains services. Donc là, vous voyez, tout de suite, je suis bloqué et je ne peux rien faire ici. Donc, ce que je vous propose ici, c'est d'aller en fait corriger en live ce problème ici. Donc ici, si je vais dans mon config sync, puis que je vais corriger où es-tu? Public Redis cart. Donc, je vais aller corriger ça ici et on va voir si ça passe ou pas. Par exemple, je pourrais avoir un Redis cart ici pour changer le nom et on a dit que ça devait être dans la liste prédéfinie et que ça devait être en version 6. Donc là, en gros, je pourrais faire ça localement, les commits, les pulls, les push, etc. Là, je le fais directement dans le web browser. Là, ça va me permettre de faire, c'est si je retourne dans ma pull request et je rafraîchis, dormant, je vais avoir un nouveau, voilà, j'ai déjà un build qui repart sur cette pull request. On va laisser tourner, on va le laisser rouler. Je pourrais l'ouvrir, mais en gros, ça va rerouler sur cette chose-là. Le temps que ça roule et qu'on espère que ça va corriger tous les problèmes, je voulais vous faire voir aussi ici, dans mon portail, dans ma console GCP. Aujourd'hui, j'ai une base de données que j'avais déjà créée en amont. Mais si je rafraîchis ici, je voulais juste vous faire voir que je n'ai pas la memory store Redis qui s'appelle Redis-cart. Right? J'en ai une, elle était déjà là, mais j'en ai pas deux et je n'ai pas celle que je viens de nommer. Donc, pour info, encore une fois, là, j'ai rien déployé, j'ai rien déclenché. Je suis juste en train de vérifier que mon fichier statique répond à des règles, à des premières règles de sécurité de gouvernance. On voit déjà que j'ai passé, voilà, donc maintenant tout est vert. J'ai passé le VEC ici, donc maintenant la duplication du nom est passée. Et Gatekeeper maintenant est bon, je suis en succès. Donc, si je reviens sur la pull request en elle-même, maintenant, j'ai le feu vert pour aller de l'avant. D'accord? Tout est vert. Je vais pouvoir merger ma pull request. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un kubectl apply du manifeste, parce que sur le Kubernetes cluster, ce qu'on va faire ici, c'est que ce Kubernetes cluster watch un Git repository, qui est celui-ci, d'accord, sur la branche main, d'accord. Là, je suis sur ma branche en pull request, Redis cart. Ce que je veux, c'est déclencher le déploiement de ce manifeste via GitOps. Donc, déclencher le provisioning de l'infrastructure via un mécanisme GitOps. Donc là, je fais un merge, je confirme le merge. Bonne pratique, je supprime ma branche. Et on espère qu'au bout d'un moment, ça va déclencher ici la création de mon Redis. Le temps que je réfléchisse, juste pour voir que ça se déclenche, est-ce qu'il y a déjà des remarques, des questions ici? Est-ce que c'est clair, pas clair? N'hésitez pas. Peut-être pas le meilleur moment là, pour parler de ça, mais… Vas-y, pareil. Par rapport au déploiement multi-cluster, si tu peux y toucher, comment cela fonctionne, puis les avantages que ça a dans cette optique-là. Oui, tout à fait. Bonne question. Aujourd'hui, puis parenthèse, là, je faisais un rafraîchissement, vous avez vu. Là, j'ai déjà le provisioning de Redis cart qui est en train de se déclencher. Donc, ça prend un petit 5-10 minutes. On va attendre. Là, je n'ai pas de private IP tout de suite. On va attendre que ça se déclenche et on va éventuellement l'utiliser après. Très bonne question, le multicluster est très, très pertinent. Je le gardais pour la fin. En fait, ce que je te propose, c'est que je vais garder cette question pour la fin parce que c'est très important. Je vais voir que dans mes illustrations, c'est un cluster, mais dans la vraie vie, tu as déjà plus d'un cluster parce que tu as déjà plusieurs environnements. Tu as dev, pré-prod, QA peut-être, prod, donc tu as déjà 4 clusters. Puis peut-être que tu veux avoir différents projets, différentes tenantes, etc., etc. Donc oui, multi-cluster, très important. Et oui, GitOps, l'approche GitOps, et ce que je suis en train de montrer avec un cluster,
a de sacrés avantages pour ça. Et je vais l'illustrer, j'espère, tout à l'heure en répondant un peu plus, peut-être techniquement ou plus spécifiquement à ta question. Parfait, merci. Si j'oublie parce qu'on est dans un flow que j'oublie, tu n'hésiteras pas à me le redire. Très bonne question et j'aimerais la garder pour après, si ça te convient. Olivier. Ouais, j'avais une question, alors c'est peut-être pas le meilleur moment. Vas-y, pareil. La même chose. Là, tu montres un exemple et je vois que ça marche. La question que je me posais, parce que tu parlais justement, les développeurs en fait ne touchent pas au Helms, enfin au Helm ou en fait au kubectl, etc. Donc là, en fait, je suis développeur, je pousse une nouvelle version et en fait, dans mon repository donc, de config d'infrastructure, j'avais un deployment Kubernetes et là-dedans, j'avais nom du conteneur, machin chose, telle version. Oui. Comment c'est upgradé cette partie-là? Super, très bonne question. Là, j'ai ma première démo qui parle de la partie infrastructure. Donc, elle est chaud. Donc, provisionner la database, ça peut être un SQL, MySQL, tu le nommes. Moi, c'est un Redis. J'attends que ça se provisionne et je vais pouvoir avoir la connection string. Ouais, c'est ça mon but. Et je vais faire voir dans la deuxième partie de la démo comment le apps operator va pouvoir aller updater ce Kubernetes manifest pour pointer soit vers la nouvelle image. Là, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de changer l'image, mais en train de changer la variable d'environnement qui pointe sur la bonne database. Donc, ça, je vais le montrer dans la deuxième partie de la démo. Très bonne question. Excellent. S'il y a d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. C'est toujours le moment de la poser. En tout temps d'ailleurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je l'ai provisionné. C'est en cours de provisioning. Je pourrais même réfléchir. Ça se peut que ça soit déjà fini. Mais avant d'aller dans la deuxième partie de la démo qu'Olivier mentionnait, ce que je veux vous faire voir rapidement, vu que j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui utilise OPA Gatekeeper en production, je voulais vous faire voir rapidement ici. Je vais juste prendre le lien où en fait mes configs sont. Donc en gros, j'ai un repository où j'ai des règles de sécurité et de gouvernance, en fait. C'est ici. Et en fait, OPA Gatekeeper, en fait, ça s'appelle Gatekeeper, projet open source CNCF, permet de définir des templates. Okay. L'un des templates qui avait un problème tantôt dans mon CI que j'utilise est limiter la location de n'importe quel GCP service. Si vous voulez restreindre vos plateformes admin de déployer des services n'importe où, pour des coûts, pour de la data residency, des choses comme ça, vous pouvez définir des règles qui vont lire vos YAML files. En fait, ça lit un Kubernetes manifest. C'est OPA, la technologie, Open Policy Agent, et c'est des regex en gros, ou des règles que vous implémentez. Et en lisant le fichier statiquement, vous êtes capable de dire « je ne t'autorise pas pour tel champ à avoir telle valeur ». D'accord? Ben là, c'est ce qu'on fait. On dit qu'il y a des violations pour deux cas. Quand dans n'importe quel manifeste, la location dans la spec n'est pas dans la liste autorisée. Et il se peut aussi que ça soit région, dépendamment du service GCP. Donc, de façon générique, ici, on a créé un template OPA Gatekeeper qui va rouler dans le cluster, si je déploie ce template, ou qui peut rouler statiquement, comme je l'ai montré dans le CI. Et c'est celui-ci qui complainait tantôt. Pourquoi? Parce que sur ce template, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une constraint qui va implémenter ce template. Et voici l'implémentation, c'est tout simple. On dit, je veux utiliser le template suivant. Je veux que ça soit un deny. Vous pouvez faire des audits où ça ne bloque pas et ça fait juste des logs d'audit, si vous voulez, pour tel kind, donc pour tous les services. Et voici les locations autorisées. D'accord? Donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir une erreur en lisant statiquement ou même quand je vais déployer dans le cluster plus tard. Un autre exemple, et vous avez vu pour Memory Store, il y avait une erreur. C'est tout simplement une règle que j'ai codée qui dit pour n'importe quelle Redis instance, je veux que ça soit du 6 et pas en dessous. D'accord? Donc, c'est cette version que tu dois utiliser.
Et tu dois définir obligatoirement un network. Tu ne dois pas utiliser le default VPC, par exemple, ou le default subnet. D'accord? Donc, c'est une bonne pratique. Vous pouvez avoir vos propres règles. Là, c'est mes propres règles. Donc, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est du Kubernetes Manifest. C'est OPA Gatekeeper qui est déployé dans mon cluster, qui va pouvoir utiliser le template et la constrainte. Mais plutôt que d'attendre de déployer mon infrastructure ou mes services et d'attendre que Kubernetes check par lui-même et complain, je le fais en amont. Je le fais statiquement ici dans mon CIA. D'accord? Oui, il y a une question. Vas-y, Olivier. J'avais une question. En fait, si on rajoute une nouvelle règle et que justement, dans ce qui est déployé, il y a des non-conformités avec cette nouvelle règle, est-ce il peut agir aussi un peu en aval et détecter un peu ce qui ne respecte pas les règles parce que j'ai changé de mon côté en tant qu'admin? En fait, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs aspects à ça. Dans ton cluster, tu pourrais le faire. Okay. Dans ton cluster, tu peux le faire. Souvent, tu vas le faire en mode audit, peut-être pour ne pas breaker les choses, pour ne pas casser les choses. Mais oui, ça, c'est des possibilités. Et en fait, ce qui est intéressant avec le modèle GitOps, c'est que si tu te rappelles ici, je suis passé rapidement, mais en fait, tu te rappelles dans mon projet ici, laisse-moi ne pas me perdre dans les écrans. Ici, clic. Vous vous rappelez ici, quand j'ai fait le merge de ma pull request, donc de ma branche vers main, c'est ce fichier ici que j'ai déployé, Rediscard, d'accord? Mais tu te rappelles tous les autres, tu te rappelles pas parce que j'en ai pas parlé, mais je suis passé vite. Regarde, j'ai un VPC, j'ai un subnet, donc VPC c'est un network, j'ai un cluster Kubernetes, j'ai un container registry, j'ai des WAF, des règles. En fait, tous mes YAML sont dans mon repository, d'accord? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en amont et statiquement, avec l'approche que j'ai eue, si je rajoute une policy, et dès que je vais relancer un GitHub Action, whatever ton CI outil, tu vas pouvoir passer à travers tous tes fichiers. Et c'est le single source of truth dans un mode GitOps où tout ton infra normalement est ici. D'accord? Tu n'as rien qui a été déployé manuellement ou par un G-Cloud ou un CLI ou un UI ou un Terraform à côté, si tu as pris cette approche-là. D'accord? Donc, ça permet d'avoir aussi le guardrail, shift et left, et ça serait une autre solution, une autre option pour toi, pour ton cas que tu m'as cité. OK. Parfait. Merci pour la question. Très bonne question. Pendant que je parlais, le Rediscard est provisionné ici. Puis, j'ai maintenant ma private IP que je pourrais réutiliser si je voulais. Je regarde mon petit script de démo, si j'ai oublié de quoi pendant ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une remarque ici? Tout va bien? J'espère que c'est clair et que ça a du sens. Ce que j'aimerais faire maintenant dans la deuxième partie de cette démo, c'est ce qu'Olivier mentionnait. Hey, comment maintenant on fait l'update d'un manifeste de déploiement? Donc là, ici, si je prends mon deuxième scénario, d'accord? C'est plus le platform admin. Le travail du platform admin, c'était de provisionner un Redis, un memory store Redis instance. Là, il y a une deuxième partie de la job, encore une fois, dépendamment de la maturité, de la taille de vos équipes. Ça peut être la même personne, mais là, c'est un autre persona. Ça peut être une autre personne, c'est fortement recommandé. Ou là, c'est un apps operator qui a maintenant le feu vert et qui dit, c'est bon, il y a l'infrastructure. Ça aussi, je vais le faire manuellement, d'accord, mais ça peut être automatisé. C'est-à-dire qu'il est fortement possible de prendre cette valeur-là et d'aller l'injecter dans le manifeste. Là, je veux le démontrer manuellement comment ça se fait pour voir les concepts, d'accord? Mais par principe, c'est une deuxième personne, un deuxième persona, pardon, qui s'appelle le Apps Operator. Et pourquoi je parle de ça? C'est que ça ne devrait pas être le développeur d'application, encore une fois, d'accord? Je pousse les concepts un peu là-dessus. Il y a une opinion là-dessus, mais dans la vraie vie, on ne doit pas faire perdre de temps aux développeurs à faire du Kubernetes. Et je serais curieux d'avoir vos feelings et expériences là-dessus. Mais en gros, j'ai le Apps Operator et le but, c'est de dire, hey, mon carte service, on a détecté le problème, c'est in-memory, ça ne marche pas, c'est pas résilient. Je perds des données d'ailleurs. On perd de l'argent avec les clients. Donc, on va corriger le problème. On a le memory store qui est instancié. J'ai déjà créé la pull request pour aller plus vite.
mais tout simplement, j'ai un repository où j'ai la définition de mes applications dans le online boutique, donc dans cette solution, dans cette application. Puis, je suis le apps operator et j'ai fait des changements. Si vous le voyez là, alors je n'ai pas pris la nouvelle IP adresse, là, j'ai pris celle que j'avais déjà existante, mais c'est le même principe, je pourrais la changer si vous voulez. Mais en gros, le problème était là. Le problème décelé était que j'utilisais une Redis adresse vide. Et comme je vous ai dit, dès que c'est vide, ça fait du in-memory pour le card service. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été changer les labels, d'accord? On ne sait jamais, quelqu'un pourrait changer des choses. Il a changé aussi, cette personne, l'image, le container registry. J'aurais pu changer le tag ou whatever, right? Mais j'ai aussi normalement corrigé le problème. Ce qui est intéressant ici, c'est que si je reviens dans ma pull request, j'ai encore du CI, du continuous integration qui roule, d'accord? Et si j'ouvre le détail, je suis en rouge, il y a un problème, je ne peux pas merger. Et en fait, je vais pouvoir aller lire encore Gatekeeper, qui lui va faire utiliser d'autres sortes de policies. Là, on ne parle plus de la policies des locations des services GCP ou de Memory Store. Là, je suis dans une application, je suis juste dans un déploiement Kubernetes. Donc, il y a d'autres policies au niveau des applications. Tout à l'heure, c'était au niveau de l'infra, là, c'est au niveau des applications. Je peux mettre des règles. Ce qui est assez connu, c'est, par exemple, tu dois être dans un repos, dans un repository défini par les règles de sécurité dans notre compagnie. Moi, j'ai listé certains registries ici pour restreindre. Par exemple, je ne peux pas déployer d'images venant de Docker Hub, par exemple. C'est juste sur les listes que j'ai définies. Et là, effectivement, j'avais changé, en tout cas, la personne avait changé le registry container. Donc, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une bonne pratique, c'est d'avoir dans notre organisation et dans notre plateforme, c'est d'avoir toujours un label app. Comme ça, si on veut aller chercher les logs d'un container ou autre, on respecte les règles. Et là, en fait, j'ai violé, j'ai eu des erreurs sur ça. Je n'ai pas fait ce que la plateforme me dit de faire. D'accord? Donc, on va aller rapidement corriger ça. Encore une fois, j'ouvre la branche où il y a l'erreur, config sync. Ici, vu que j'ai plein d'applications et plein d'autres ressources faites, je vais pouvoir aller directement sur le déploiement card service que j'ai modifié en tant que app operator. Puis, je vais pouvoir aller le modifier. D'accord? Encore une fois, je peux faire ça localement. Git clone, git pull, git push, yada yada. Ça, c'était bon. Et ici, c'est du GCR. D'accord? Donc, je corrige, je peux faire les changements. C'est bien ça que je voulais. Et je vais pouvoir faire un commit toujours dans ma branche. D'accord? Là, on va pouvoir laisser le CI rouler. D'accord? Et normalement, il n'y aura plus d'erreur. Ce que je voulais vous montrer, je peux vous montrer rapidement, en fait, ici, les règles de policies qui ont été activées et en fait utilisées. Tout simplement, j'ai mon répertoire de policies et pareil, j'ai des templates, d'accord? Donc, j'ai celle qui permet de bloquer les repositories, en fait, les registries, les container registries autorisés ou pas. J'ai ma règle au plié, d'accord? Donc, je vais regarder dans les containers, en fait, spec container de n'importe quel pod ou déploiement. Pareil pour les init containers. Ça marche pour les jobs, les daemon sets, etc. D'accord? Ce qui fait que, par exemple, si j'ai un hacker qui a accès dans mon namespace, qui veut déployer un autre container qui vient de Docker Hub ou autre, il ne pourra pas. Il sera bloqué par cette règle. Donc, c'est en termes de sécurité très, très important d'avoir c'est pas juste pour la gouvernance de mes développeurs à qui je peux sûrement avoir confiance, mais ça peut être aussi pour éviter des problèmes de hack. Quelqu'un qui aurait eu accès à mon cluster, à ce namespace et qui voudrait déployer un autre container qui ne viendrait pas de mon propre private registry. Donc, très important à avoir et à regarder si vous n'avez pas ça en production ou même dans des environnements plus bas. Pareil pour les labels, etc., etc. Je ne passerai pas trop de temps, mais c'est pas mal ça ici. Je regarde vite fait. Maintenant, tout est vert ici dans ma pull request. D'accord? Ce que je pourrais faire ici,
c'est mergé dans ma branche main parce que j'ai mon GitOps, en fait, l'outil que j'utilise pour faire GitOps, qui watch encore ma main branch. Donc, dès que je vais vouloir déployer ce manifeste, je pourrais le merger dans la branche main. Ce que je vais vous montrer avant, c'est mon cluster ici. J'espère que vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire dans le cas contraire. J'ai tous mes microservices dans le online boutique et j'ai carte service ici. Si j'ouvre le carte service, dans l'état actuel des choses, vu qu'il est sur main, il n'est pas sur ma branche, je pourrais voir ici que le YAML de ce déploiement a où es-tu? A une variable d'environnement Redis address vide. D'accord? Donc, c'est vide et c'est encore une fois le problème qu'on essaye de corriger. Vous avez vu, j'ai rajouté l'adresse de ma memory instance, memory store. Donc, c'est pour vous montrer ici que c'est l'ancienne valeur, c'est ce qui est déployé en production. Ce que je veux faire ici, j'ai deux choix. Et c'est pour vous montrer une autre façon de faire avec GitOps. S'il y a des gens qui sont très familiers avec GitOps, j'aimerais aussi que vous preniez la parole là-dessus, soit maintenant, après la démo ou plus tard. Parce que ici, GitOps pose des questions. Comment je gère le multi-cluster? Un peu l'une des parties de la question de l'EL tantôt. Comment je gère le multi-environnement? Comment je gère staging versus prod? Comment je fais une modification pour staging sans impacter prod? Est-ce que je fais des branches? Est-ce que je fais des folders, donc des répertoires? Comment je gère le versionning? Est-ce que c'est toujours en continu sur le head de la liste de mes commits sur la branche main ou sur une branche en particulier? Est-ce que je dois utiliser un git hash commit, un git commit hash? Est-ce que je dois utiliser un tag, etc., etc. Donc, il y a plusieurs pratiques ici et il n'y a même pas de réponse générique pour vous autres, mais sûrement que vous avez des bonnes pratiques dans vos compagnies pour ceux qui font déjà du GitOps. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pourrais, encore une fois, merger dans le main, dans la branche main et kicker le déploiement. Ce que je veux faire ici, c'est une autre approche. Je vais vous montrer aussi que ça se fait et que vous devriez regarder dès que vous allez faire du GitOps. C'est que je peux aller à l'endroit où j'ai défini la définition de mon GitOps pour déployer ces applications. Donc là, je vais aller chercher le lien de où c'est défini. Et en fait, j'ai à cet endroit, je l'ouvre directement pour moins perdre de temps. Mais en gros, ici, je partage mon écran, ça serait mieux. J'ai cette notion de repo sync. Donc, pour information, j'utilise config sync. Je ne sais pas si vous êtes familier dans GCP, config sync, mais vous pouvez remplacer le concept, l'outil, par Flux CD, Argo CD. C'est l'outil dans GCP qui peut faire du GitOps si vous avez envie dans vos clusters GKE. Ça pourra même être installé dans n'importe quel Kubernetes cluster, en fait. Donc, on a cet outil-là qui s'appelle config sync. Ici, j'ai la définition pour déployer le namespace online boutique dans sa grandeur avec tous les microservices qui vient de ce repository. C'est où j'ai fait ma pull request sur le cart service. Tu vas prendre n'importe quelle révision, parce que c'est head, donc tous les commits, de la branche main, et tu peux aller chercher dans le sous-répertoire config sync. D'accord? Je peux changer ça. Je peux changer le répertoire, je peux changer le nom de la branche, je peux changer ici avec un git hash commit ou un git tag. D'accord? Pour information, il est déjà 13h. La présentation était prévue jusqu'à 13h30. Tout va bien ici. J'espère que vous pouvez rester ici et continuer. J'ai bientôt fini sur la partie démo, donc il y aura encore beaucoup plus d'illustrations et de réponses aux questions aussi. Donc, n'hésitez pas à rester encore un petit peu plus. Donc, en gros, ici, j'ai ça. J'ai cette définition. Encore une fois, si je merge dans main, bim, ça va déclencher. Ce que je veux faire ici, c'est que je vais aller prendre le nom de ma branche. Donc, ma branche étant ma branche étant celle-ci. Je vais changer main ici. OK.
Et je vais dire, au lieu que je merge, tu peux me le tester, s'il te plaît, avec la branche courante. Alors ça, c'est pratique parce que si je fais du multi-cluster, je pourrais avoir cette définition dans un cluster. Si j'ai un multi-environnement, je pourrais avoir plusieurs définitions qui pointent vers une branche staging, par exemple, ou de test. D'accord? Donc, c'est assez flexible et c'est assez communément utilisé, ce genre de stratégie aussi, pour du GitOps en général, si vous faites du Flux CD, du Argo CD. D'accord? Donc là, j'ai fait ça. Et le but, puis on reviendra voir plus tard, c'est que si je reviens ici, bah, je vais avoir ma nouvelle valeur qui va être changée. D'accord? En termes de démo, c'est pas mal ça. Le temps que ça se déploie, ça va pas être si long que ça. Je vais revenir et illustrer ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions et des remarques, des choses à clarifier, des choses pas claires, ou des choses même que vous avez dans vos propres compagnies ou projets? Juste une remarque rapide. La chose intéressante avec tout ça, c'est justement de mon côté où j'ai vu beaucoup de valeur par rapport à cette approche-là, c'est avec le multi-cluster. Mettons en production où tu couvres 3 régions, tu couvres 8, 12, un déploiement global, de pouvoir uniformiser puis s'assurer que c'est déployé de la même façon, de façon uniforme dans tous les environnements. C'est là que ça fait une grosse différence. Quand on a un seul cluster Kubernetes puis on met en place, les gains sont un petit peu moins importants. Mais aussi toute la documentation, puis de voir comment les choses ont évolué, pouvoir revenir en arrière et ainsi de suite. Que souvent, l'état actuel des choses, on peut aller voir, puis on peut voir dans le cluster elle-même, mais on perd l'historique un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Je pense que tu as très, très bien dit. Ça permet de répéter. L'approche GitOps, en général, permet d'avoir une meilleure gestion de ce qu'on appelle dans GCP la fleet de tes clusters, donc l'ensemble de tes clusters. Donc, tout à fait d'accord avec toi, tu as raison. At scale, ça permet de faire beaucoup plus de choses de façon centralisée. L'autre partie que tu disais avec l'historique, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et tu trouves qu'il y a des problèmes de remonter dans l'historique, c'est quelque chose qui n'est pas facile ou qui n'existe pas ou tout ça, c'est ça que tu veux dire ou, Ben, une fois que c'est dans Git, il n'y a pas de problématique du tout. Si tu y vas avec des manifestes qui ne sont pas nécessairement enregistrés au niveau de Git, des déploiements à mitaine ou ainsi de suite, c'est là que c'est devenu problématique dans le passé. Tout à fait d'accord. GitOps permet cette traçabilité, cette centralisation dans un repository Git. Si tu parles à des institutions financières, donc tu as très bien illustré, merci d'ailleurs de rajouter ça, le head. Si tu parles à des institutions financières, ils sont très, très contents de ça parce qu'il y a une partie audit souvent dans le code et les déploiements, ben là, c'est centralisé, c'est commun, puis on parle le même langage, puis etc., etc. Donc oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Stécie, je vais prendre… Stécie avait la main avant Olivier. Juste pour info, pendant qu'on parlait, j'ai rafraîchi. Vous avez vu maintenant mon environnement de variable, ma variable d'environnement est mise à jour. Elle est plus vide, elle a bien la valeur. D'accord? Donc, je pourrais même aller rafraîchir mon application ici, puis continuer le shopping, puis regarder si je restart le pod, si c'est une memory ou pas. Ça ne l'est plus. C'est bien dans Memory Store. On est content. On a fait une mise en prod d'infrastructure et mise à jour d'application. On est très, très content là-dessus. Parfait. Stécie, à toi. Cool. Merci Mathieu. Merci pour ça. C'est super présentation. Je vais juste faire un lien parce que c'est bien ce que Léel a mentionné. C'est au niveau de la sécurité, tu as mentionné Shift Security Left et tout ça. D'être capable d'avoir la sécurité, genre créer des policies qu'on va utiliser, faire en sorte que les blockers qu'on peut avoir quand tu arrives pour mettre ça live, puis dis ben non, ça n'a pas été vété, ben, vous faites partie du processus, donc c'est génial. Mais pour ceux qui ne font pas nécessairement du Kubernetes, puis qui vont prendre du KCC, mais qui sont infra classiques Terraform, par exemple, puis qui veulent quand même faire du OPA, on peut mixer les deux
C'est-à-dire que sur Open Policy Agent, sur le site web, tu peux prendre OPA exec et puis quand tu fais un Terraform plan, tu as ton output, tu en fais un JSON, puis là, tu peux le passer à OPA exec avec voici mes policies, voici ce que je veux rouler. Puis si ça crash avec les mêmes policies que tu as écrites, tu arrives au même résultat. Genre, c'est pas la bonne région, genre, tu demandes trop de CPU. Donc, ça rajoute justement là, c'est pas parce qu'on ne fait pas du Kubernetes qu'on n'est pas capable d'utiliser ces choses-là. C'était juste le point que je voulais amener. C'est un beau combo justement d'utiliser quelque chose de similaire across the board pour les policies. La beauté de OPA. Et puis, quand même, autant faire ça pour du compute ou même des buckets que aussi du déploiement dans Kubernetes. Ben, merci beaucoup pour ça, parce que tu as tout à fait raison. Ce qui est intéressant avec OPA, Open Policy Agent, qui est utilisé par Gatekeeper dans Kubernetes, tu as raison, le dénominateur de ça, c'est du Rego. Et en fait, merci pour le point, c'est que tu peux faire ces Rego sur n'importe quel fichier en général, si c'est du JSON, du YAML ou whatever. Et tu as raison, tu pourrais même le faire sur du Terraform. Donc, c'est très bien. Merci pour fournir cette information sur le site de OPA. On le voit là. C'est pas que pour du Kubernetes, c'est même pour du Envoy, si vous faites du Envoy, du Terraform, des bash scripts, du SQL, même du Kafka. Donc, c'est très, très populaire. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, regardez ça, parce que, comme Stacy l'a dit, c'est pas que pour du Kubernetes. Et ça vous permet d'avoir des policies en interne dans votre organisation pour permettre la gouvernance et plus de sécurité. Merci, Stacy. Très bon point. Oui, cool. Oui, Olivier. J'avais deux questions. La première, c'est si on supprime ou renomme un fichier, est-ce que la ressource est supprimée? Première question. Et après, la deuxième, c'est si on fait des déploiements avec Helm, j'imagine que c'est possible aussi, mais ça change peut-être des choses. Ouais, super bonne question. Merci pour les questions encore. Merci tout le monde pour les questions. N'hésitez pas à lever la main pour poser d'autres questions. Le L a déjà levé la main. En fait, pour ton info ici, très bonne question. Donc, comme tu ferais avec Terraform, ok, c'est ce genre d'outil. Là, ici, on parle de config connector, d'accord, qui permet de déployer de l'infrastructure via du Kubernetes Manifest. Terraform va avoir le même genre de comportement, c'est-à-dire qu'il y a des champs immutables dans tes ressources, d'accord. Donc, ton cloud provider, il y a des ressources immutables. Admettons, tu ne peux pas changer l'ID. Dans des cas, tu ne peux pas changer le nom. Donc, il peut y avoir des restrictions dans le changement de certaines propriétés. Tu auras le même comportement avec Terraform. En termes de suppression, comme dans Terraform, si tu enlèves un de tes éléments ou que tu l'as renommé, mais ça va recréer autre chose, dans ton plan, dans ton module, dans ce que tu veux de Terraform, ça va le supprimer. D'accord? C'est pareil pour ici avec KCC, Config Connector. D'ailleurs, ça faisait partie d'une des démos que je voulais faire avec vous autres. Ici, là, la fameuse Redis card que j'ai créée, d'accord, qui était ici, qui est encore ici. Pendant qu'on parle, là, je n'attendrai pas, mais je vais la supprimer. Donc là, je supprime dans la branche main, OK, puis on va voir ce qui va se passer. Et en gros, je viens de supprimer le fichier. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on va regarder, d'accord. Donc ça, c'est la première illustration. Ta deuxième question, c'était quoi, excuse-moi? Des packages Helm. Package Helm, super, merci, bonne question. Si tu regardes Flux CD, Argo CD et Config Sync, chez nous ici, les trois gèrent des Kubernetes straight, si je peux dire, que tu aurais. Mais tu as raison, at scale, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sûrement faire des Helm packages ou tu veux utiliser Customize, par exemple. Et oui, c'est supporté. D'accord? Donc, tu vas pouvoir faire ça avec Config Sync, Argo CD et Flux CD pour packager tes applications, avoir de l'injection de variables et de paramètres aussi. Donc, très bonne question. Et oui, c'est supporté. Je ne l'ai pas dans ma démo, mais j'ai une autre démo Customize si on a le temps. Parce que si tu veux gérer, par exemple, le multi-environnement que j'évoquais tantôt, une des stratégies avec GitOps, c'est est-ce que je le fais en branche? Ouais, mais ça ne marche pas tout le temps. Je vais peut-être faire un subfolder. Donc, j'ai mon subfolder staging, production, j'ai ma base. Si tu connais Customize, Customize permet et est pas mal établi là-dessus en disant tu vas avoir des overlays. Donc, tu as ta base avec tes manifestes, puis tu as des overlays, staging, overlay prod, et eux vont patcher tes manifestes communs. D'accord? Donc, tu vas pouvoir aller changer
le DNS, tu vas pouvoir échanger l'IP parce que c'est pas le même environnement, tu vas pouvoir échanger des valeurs, pourquoi pas le container registry ou le tag, etc., etc. Kustomize fait ça bien. Helm aussi peut te le permettre avec ces notions de package et de values. Tu pourras avoir des subfolders de values, etc., etc. Donc oui, très bonne question. Et oui, c'est supporté et c'est hautement encouragé dès que tu vas faire du GitOps parce que comment tu partages tes manifestes across environnement, comment tu changes les valeurs, etc., etc. Très bon point. Merci pour la question. Le L, tu avais levé la main. Non, finalement, ça va être parfait. Super. N'hésitez pas si vous avez des choses. Là, je rafraîchis et regarde ici, deleting. Donc, j'ai juste commité, ça a enlevé mon réconciliateur. Il est en train de dire, hey, tu voulais le supprimer. D'accord. C'est ce que ça fait. Puis ça prend un peu de temps, mais c'est deleting ici. Parfait. On a couvert pas mal. Je serais curieux de savoir, avez-vous appris des choses? Restez-vous sur votre faim. J'ai d'autres choses à montrer. La partie multicluster, on en a parlé un peu, puis le L t'a aidé à la partie de la réponse. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été répondues? On a encore 15 minutes. Là. On peut faire ça comme si on était autour d'une bière dans un meet-up normal en présentiel. J'espère qu'on pourra bientôt faire ça d'ailleurs à Québec. N'hésitez pas, là, on est là pour ça. Moi, j'aimerais aussi avoir vos retours. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je vous montre, qu'on discute ou que quelqu'un réponde mieux que moi, peut-être aussi? Profitez-en. Olivier. J'ai plein de questions, hein. Je suis pas. Enfin, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Mais moi, j'en aurai plein, donc Go for it. Je peux tenir un petit moment. C'est plus des discussions, là, pas forcément une démonstration. Mais dans l'exemple, en fait, je suis un développeur. Bon, je fais une nouvelle version, en fait, de mon image Docker. J'ai pas envie d'attendre qu'il y ait un opérateur qui fasse le déploiement en dev. Je veux que dès que je range, ça pousse dans mon registre de containers, mais je veux que ça se fasse automatiquement. Et idéalement, j'aimerais que dans mon repository de gestion de conf de mon infrastructure, il y ait le tag version qui soit mis à jour automatiquement. Est-ce que on peut faire automatiquement des pull requests? Enfin, il y a toute une partie là qui est quand même agréable pour un développeur parce que de lui dire il faut demander à un opérateur ou vas-y fais-le, il va pas forcément dire qu'il est content. Ouais, exact. Puis, désolé, j'ai mon Internet qui a comme freezé il y a quelques temps, mais j'ai eu ta question. C'est Okay. Encore une fois, le développeur, il a un nouveau container registry, un nouvel container tag, on va dire. Puis là, il faut qu'il demande obligatoirement à l'apps operator d'aller changer le Kubernetes manifest, etc. Là, c'était pour montrer le concept, pour vraiment segmenter les rôles et responsabilités. Mais oui, tu as tout à fait raison. Il y a de l'automatisation qui se fait en place. Ça peut être en continu, ça peut être en manual release, mais en gros, c'est de la manipulation de fichiers Git, de fichiers dans Git. Okay. Le manifeste, au lieu que j'aille le modifier à la main, je pourrais avoir quelque chose qui a accès à cet autre repository ou c'est dans le même repository. Donc là, il y a plusieurs questions, plusieurs stratégies à avoir, mais qui permet d'aller ouvrir une autre pull request toute seule, quand même d'avoir une approbation manuelle ou pas. Donc oui, plusieurs scénarios ici qui fonctionnent pour automatiser et pas forcément avoir des choses manuelles. Oui. Okay. Le L. Généralement, parce qu'on l'a fait à quelques reprises pour plusieurs compagnies, puis pour la dev, on pousse automatiquement. Le gating process, souvent pour staging, puis décidément pour production, il faut être quand même très mature pour pousser automatiquement en production. Mais pour la dev, j'ai toujours opté pour la livraison en continu. Quelque chose est prêt, on le déploie, puis juste d'avoir généralement un mécanisme pour pouvoir revenir en arrière rapidement, surtout s'il y a des dépendances entre les différents morceaux dans l'environnement de développement. Ouais, merci. Très, très bon point. Très bon point.
Puis après, là, c'est. Ouais, excusez-moi, je parlais. Parce qu'après, modifier automatiquement le repository Git, ben, on parlait de conformité et autres, mais là, du coup, c'est un automate qui fait une modification. Donc, les gens de conformité, je pense qu'il faut avoir une histoire à raconter jolie, là. Parce qu'il n'y a pas d'auteur de la modif, alors qu'on veut que Git y ait un auteur. Et cette partie-là, j'ai de la curiosité. Ouais, bah après, c'est de la traçabilité, tu as raison. Dépendamment du système que tu utilises qui permettrait de faire ça, il pourrait tracer du trigger d'où ça vient. Il a une identité particulière. Puis il pourrait acter en tant que le apps operator. Donc, ça pourrait se tracer quand même. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a comme peut-être une décorrélation éventuelle à faire attention. Mais il y a moyen de quand même le tracer. Anyway, tu voudrais mieux l'automatiser parce que c'est plus traçable et effectivement, donc je vois ton point, tu as raison, quelque chose à prendre en considération, mais je pense que ça serait beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus faisable de tracer ça comme ça. OK. La traçabilité généralement au niveau de Git, littéralement, puis c'est souvent là-dessus qu'on va se fier, puis au gouvernement, puis au niveau des institutions financières, c'est là-dessus qu'on se base. Puis souvent, le challenge, c'est justement s'assurer que ce qui est déployé provient du source repository, puis que ça n'a pas été remplacé. C'est là la signature, puis les validations de signature, puis juste que ça soit le pipeline qui puisse le faire pour justement pas compromettre les artefacts. Puis au pied aussi, par rapport au staging, etc., en développement, généralement, toutes ces pratiques-là, en audit, ça peut souvent causer des problèmes parce que vu que c'est non bloquant, les gens peuvent l'ignorer, mais généralement, tu voudrais avoir toute la sécurité puis le OPA en audit au niveau de la dev, mais probablement dès le staging, puis c'est là que 3 environnements deviennent importants. C'est au niveau du staging qu'on commence à renforcer la sécurité, puis les best practices, etc. Pour pas arriver en production, on a besoin de déployer quelque chose urgemment ou c'est quelque chose qui est timing sensitive, puis là, on est bloqué à cause d'un policy agent. C'est pas super. Ouais, merci pour ça. Tout à fait, tout à fait. Merci pour la discussion, j'adore ça. Les questions et les aspects de partage d'expérience. Merci pour ça. Je vois que le L lève la main. Je vais te laisser parler, le L. Juste rapidement, si on voulait une big picture, prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait aujourd'hui, je vais juste passer rapidement le L. Puis les concepts que j'aime bien ici, c'est que c'est du GitOps pur et dur, c'est du Kubernetes pur et dur. Oui, c'est sur GCP, mais si vous faites d'autres cloud providers, vous avez similairement les mêmes problématiques, les mêmes options, les mêmes concepts, anyway. Donc, c'est ça qui est super intéressant avec Kubernetes en général. Ce que je voulais juste peut-être résumer, c'est qu'on avait, puis je vois que vous ne voyez pas ma souris, mais vous voyez le host project sur la gauche. Je peux rentrer un peu plus en détail. Si ça intéresse du monde, je vois qu'il nous reste 10 minutes. Je vais prendre la question de l'EL avant d'aller là-dedans, mais si ça vous intéresse, je peux en parler un peu plus. Mais on avait cette notion de host project qui, lui, va servir à provisionner des projets, provisionner de l'infrastructure, etc., etc. Dans notre cas, c'est lui qui watchait le repository où j'avais ma memory store instance, le YAML file là, de memory, c'est lui qui watchait ça. Et si vous le voyez tout en bas à gauche, en tant que plateforme admin, j'ai commité ce fichier YAML dans le GKE project config, tout en bas à gauche. C'est lui qui a cliqué off avec ce host project, avec la petite notion de config controller. Lui va pouvoir déployer parce qu'il a les bons droits dans mon organisation GCP d'aller provisionner, vous le voyez tout en bas à droite dans le côté bleu, le Redis instance. D'accord? C'est ça qui s'est fait tantôt. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Et la deuxième partie de la démo qu'on a vue aujourd'hui, c'était je suis Apps Operator, vraiment tout en bas à droite.
cette personne-là a fait un commit dans le repository de Online Boutique, qui est ma solution, mon application, pour modifier cette variable d'environnement. Ça aurait pu être l'image du container aussi, qui lui aussi, dans en fait le cluster, pour le déployer dans un cluster de données, qui lui a la config vers ce repository, on l'a vu, soit sur la branche main ou quand je l'ai changé sur une autre branche. Et là, ça a permis quoi? D'aller updater le card service, de le plugger vers la Redis instance. Et ensuite, j'ai bien sûr mes autres composants de Online Boutique avec le front-end qui me permet d'être pingé directement par mes utilisateurs finaux. C'est un peu le journée qu'on a eu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu aussi, mais c'est pas mal ça. Je peux aller un peu plus dans les détails pour les quelques minutes qui resteraient. Le L, tu avais quelque chose à rajouter? Mais deux petites choses. Justement, on va récupérer 5 minutes parce que Bodour a quelques communications pour closer. Bien sûr, tu as raison. Puis l'autre truc, on n'a pas, à moins que j'ai manqué un petit bout, on n'a pas trop parlé de secret. Mais aussi une grande emphase dans tout ceci, la gestion des secrets. Les certificats, les passwords, les signatures, etc. D'enlever ça des mains des gens avec les bons systèmes et les bonnes intégrations, là, ça devient vraiment super et beaucoup plus rapide que les façons traditionnelles de gérer tout ça. Mais probablement, on pourrait revenir puis avoir un focus là-dessus lors une des prochaines GDG. Tout à fait, très important, la gestion des secrets. De toute façon, anyway, généralement avec Kubernetes, que tu fasses du push déploiement, mais encore plus avec GitOps. Donc, l'une des choses à vraiment regarder avec des bonnes pratiques. Donc oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Très important. Est-ce que tu les mets dans ton Git repo qui est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est un seul Git repo privé que seulement les security admins ont accès? Parce que tu peux l'auditer, et etc., etc. Donc oui, tout à fait. Ça reste les mêmes problématiques sans le GitOps, mais bien sûr, à prendre en considération très tôt avec GitOps. Tout à fait. Merci pour la remarque. Stacy, Leïlé, Amadou, Olivier, c'est autre chose. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous restez sur votre faim? Qu'est-ce qui aurait pu être évoqué? Non, moi, je trouve ça très bien. Après, c'est GitHub, ça fait un moment que je regarde et je voyais comment le mettre en place. C'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de sécurité, etc. et de comment tu scales parce qu'il y a plein de choses que vous avez présentées là, mais pour le mettre opérationnel pour une organisation assez grande, il y a par exemple la structure de répertoire là, parce qu'il y a plein de namespace. Là, tu as présenté avec un seul namespace, donc il y a plein de questions, mais ça permet de ne pas être seul à réfléchir à ça. Je trouve ça bien. Cool. Parfait. Merci du retour. Et oui, tu sais, du GitOps, ça prendrait, je sais que la pratique de Agile Québec, pour celles qui ne le savent pas, il y a une nouvelle pratique DevOps à Agile Québec. C'est Carole qui gère ça. Puis c'est communautaire. N'hésitez pas. Et j'avais pensé à avoir une espèce de chose avec du GitOps, essayer d'aller plus dans les profondeurs de GitOps là-bas. J'espère que quelqu'un le fera un jour. Je ne sais pas s'il n'y a pas déjà eu une discussion de GitOps d'ailleurs, gérée par Carole là-bas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a beaucoup plus de discussions. Le L vient d'évoquer les secrets, tu viens de parler des namespaces, des folders et tout ça. Oui, tout à fait en profondeur. Il y a plein de choses à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fasses du Flux CD, Argo CD, dans n'importe quel cloud provider, c'est les mêmes concepts. C'est super ça. Super. Je vais laisser la parole à Bodour. S'il vous plaît, les amis, ne partez pas. Elle a vraiment quelque chose de très, très important à partager. Moi, je me permets juste, en mot final, cette démo, je viens de le mettre dans le chat, fait partie d'un projet que j'ai eu récemment merci Amadou, merci Lélé pour le retour. Ce que j'ai montré, c'est une sous-partie d'un projet que j'ai fait récemment. Si vous faites du GCP ou même si vous êtes curieux de voir les concepts, si vous voulez faire du ASM avec Istio, Anthos Service Mesh, donc Istio, avec plusieurs applications dans un GKE cluster privé
jouer avec config controller, config connector. Par exemple, Stacy, je te vise. N'hésite pas à regarder ça et pinguez-moi en privé. Vous me connaissez, vous me trouvez sur LinkedIn. C'est un workshop où vous pouvez faire étape par étape, construire ce genre de choses avec de la sécurité et beaucoup de concepts que du GitOps. Donc, je le partage, regardez ça, contactez-moi, je serai curieux d'avoir vos retours. Si c'est utilisable, cool, intéressant, etc., etc. J'ai assez parlé. Merci tout le monde pour l'interaction, les questions, les remarques, les suggestions. Et je laisse la parole à vous. Merci Mathieu, merci pour cette présentation. Moi, ce que je peux vous en parler aujourd'hui, c'est par rapport à un événement, une série d'événements qu'on va avoir en collaboration avec GDG de Montréal et GDG Sherbrooke. Donc, c'est une série d'événements pour célébrer la journée, le mois plutôt de la femme en TI. Donc, il y aura des lunch and learn durant une période de 31 mars au 21 avril. Donc, je vous invite à y participer. Et il y a un formulaire qu'on cherche des conférencières pour ces événements-là. Donc, n'hésitez pas à le partager avec toute l'équipe féminine qui peut vous entourer. Et voilà, restez toujours connectés avec nous et il y aura plein de nouvelles choses. Merci. Merci Boudour, très important. Je me permets de le rajouter à tout le monde. C'est pas que du Google, c'est pas que du GCP, c'est pour amplifier les femmes dans les technologies, leurs expériences, leurs retours, leur savoir et tout ça. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous connaissez des femmes qui veulent parler de leur expérience dans l'IT, il y a un sujet, il y a un thème. Il va y avoir 3 lunchs et un dîner et un souper, je pense. C'est sur le mois, comme l'a raconté Boudour, les informations sur le site. N'hésitez pas à en parler autour de vous, là, c'est important tout ça. Donc merci Boudour de gérer ça. Et autour de vous, Olivier, Amadou, Lélé, Stécie, Leel, parlez-en autour de vous. Là. Si vous connaissez quelqu'un qui veut inspirer d'autres personnes, des hommes et des femmes, n'hésitez pas. C'est super important. Puis n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement. Nous avons mis tous les liens dans le chat, de le partager aux gens, de vous inscrire, etc. Puis, encore une fois, si jamais vous êtes intéressé à présenter GDG Cloud Québec, notre seul requis, c'est on veut avoir des présentations en français. Sinon, pas mal tous les sujets cloud au niveau de Google sont ouverts ou des sujets reliés à Google Cloud. Et là-dessus, nous avons fini. Merci beaucoup et on espère vous revoir pour les prochains événements. Merci à nos hosts, Leel et Boudour, et merci à l'audience pour l'interaction. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Cheers. Merci beaucoup, salut. Bye. On peut arrêter.